écoutez, d'abord, un grand merci, effectivement, d'être là un dimanche soir dans cette salle. Pour moi, c'est une situation tout à fait particulière. Je reviens à Genève, donc je reviens dans mon pays et dans ma ville, mais je reviens aussi dans cette salle, 8 ans plus tard. C'est une salle dans laquelle j'ai organisé je ne sais pas combien de rencontres pendant des années, puisque je suis resté ici à De Saussure. J'ai enseigné ici pendant de nombreuses années. Après être passé à Sismondi, je peux voir dans la salle même d'anciens professeurs. Donc, tout à l'heure, je disais que j'avais vieilli, je suis désolé. C'est un destin qu'on partage. Merci d'être là, en tout cas. Et à vous tous. Je vais essayer Je vais essayer d'aller directement au but et je remercie également le docteur Jean-Charles Riel. Effectivement, je pense que c'est une connaissance de longue date. C'est aussi un médecin et un homme politique qui défend un certain nombre de positions de principe qui sont à l'honneur de ce pays, qui sont à l'honneur même de son parti au départ aussi, mais à l'honneur de ce pays surtout. À l'honneur de la Suisse. Et j'ai beaucoup répété sur la question palestinienne que c'est vrai qu'on a eu à l'intérieur parmi les politiciens suisses, comme on a eu également au niveau d'un certain nombre de parlementaires européens, des positions dont il faut reconnaître qu'elles sont courageuses, qu'elles sont déterminées, et qu'il ne faut surtout pas que nous transformions la cause palestinienne en quelque chose de strictement religieux qui ne concernerait que les musulmans, de strictement ethnique qui concernerait que les arabes, mais c'est une question humaine, de droits humains qui concerne toutes les femmes et tous les hommes qui, en Europe et à travers le monde, s'intéressent à la dignité humaine et défendent les droits humains et défendent les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et s'opposent à tout type de colonisation, qu'elle porte ce nom ou qu'elle en porte un autre. Et donc j'aimerais aussi commencer par cela parce que c'est aussi quelque chose qui est dans l'essence même du travail de droit pour tous, c'est d'en faire une question qui touche tout le monde, qui sort des clivages, qui sort des appartenances spécifiques pour en faire une question politique de premier ordre. Et surtout une chose qui me paraît importante, et vous allez le comprendre également dans mon propos, qui refuse absolument de faire de la question palestinienne une question strictement humanitaire. Les pauvres Palestiniens à qui il faut apporter de l'argent parce qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'accès à l'eau. La question palestinienne, d'ailleurs, comme pratiquement toutes les questions humanitaires à travers l'Afrique, c'est d'abord, mais là, de façon beaucoup plus claire, parce qu'en même temps, on a une colonisation et on a une occupation armée. On a une occupation armée, on a une oppression caractérisée, caractéristique. Eh bien, à partir d'un certain moment, c'est une question politique qui a des conséquences humanitaires, et donc inductivement on peut passer à l'humanitaire si et seulement si on pose la question politique comme une condition du débat, et non pas comme certains aimeraient aider les Palestiniens, ou même parfois en nous disant vous pouvez aider les Palestiniens, mais c'est en leur envoyant des habits, en leur envoyant de l'argent pour les écoles, comme s'il ne fallait rien faire d'autre que de s'occuper de la périphérie du problème. Ou des conséquences du problème. Je pense que ce que fait Droit pour tous, comme un certain nombre d'autres organisations, eh bien, ça nous rappelle ces éléments-là. Alors, trois choses en matière d'introduction, parce qu'Anouar, que je salue également avec toute son équipe, et vous avez vu toute la liste des activités, c'est assez impressionnant de pouvoir les mener sur une année de cette façon-là, et avec constance, puisque ça fait en même temps longtemps que cette idée de se souvenir des Palestiniens, eh bien, semaine après semaine, eh bien, il y a un rassemblement, il faut le rappeler. Eh bien, à un moment donné, quand le processus a commencé, ou qu'on nous a annoncé qu'il avait commencé de façon visible, parce que entre ce qui fut visible médiatiquement et ce qui fut réel politiquement, il y a un écart. C'est-à-dire que les dynamiques qui ont mené en Tunisie, comme ensuite en Égypte, et dans tout le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au soulèvement des peuples, ce sont des éléments qui, à un moment donné, il y a eu un déclencheur, catalyseur, l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, paix à son âme, et donc il y a un élément déclencheur. Mais par contre, ce qu'ont raison de dire pratiquement tous les syndicats tunisiens, mais également tous les politiques égyptiens, c'est qu'avant ceci, il y avait véritablement eu déjà des mouvements, des manifestations. On n'est pas dans des mouvements qui naissent de rien. Il y a des déclencheurs et puis il y a des conditions objectives, historiques, qui font qu'à un moment donné, ce déclencheur prend dans une société donnée. Et pourquoi il prend? Parce que les peuples font face à des conditions sociales, politiques et économiques qui ne sont pas tenables. Donc on a la conjonction de données d'un fait qui va produire une décharge émotionnelle et puis des données économiques objectives et des données politiques qui sont non moins objectives. Et donc il faut tenir compte. Cela étant, ayant dit cela, ce que j'ai essayé de faire au moment où j'essayais d'analyser et qui m'a amené à écrire ce livre sur le réveil arabe, c'est de dire qu'est-ce que l'on savait avant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment et vers quoi allons-nous? Parce que la vraie question, elle est celle-ci. Il ne s'agit pas simplement de s'émouvoir parce que des peuples se lèvent, il faut qu'on sache où ils vont. C'est-à-dire quelle est la direction que prend le mouvement. Et aujourd'hui, s'il faut être optimiste, et je partage avec les deux présentations le fait qu'il faut être du côté des peuples, optimisme oblige quant au réveil des peuples, il faut de ce point de vue-là être resté prudent. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est à force d'avoir un optimisme béat, on finisse par ne pas se rendre compte que tout peut être encore récupéré de façon tout à fait vicieuse et cynique. Et j'en dirai un mot. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on s'arrête aux faits et qu'on essaye de comprendre, et qu'on le fasse à la lumière de la question israélo-palestinienne et de la question palestinienne. On ne comprend pas le Moyen-Orient, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cette région, le Moyen-Orient en tant que tel, et l'Afrique du Nord, à laquelle on peut ajouter ces dynamiques, puisque c'est de là que ça a commencé, on ne comprend pas la réalité de cette région si on ne comprend pas la centralité de la question israélo-palestinienne. C'est-à-dire que penser aujourd'hui que Israël, ou les États-Unis, ou l'Europe, ou la Chine, ou la Russie, ou l'Afrique du Sud, ou les pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud observent ce qui est en train de se passer, en ne considérant pas les dynamiques qui sont en jeu et la géostratégie, c'est faire preuve d'une naïveté, mais d'une naïveté coupable, parce que les conséquences de cette naïveté, ça va être des morts et des contre-coups. Donc on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas se permettre la simplicité ou la superficialité d'une joie parce qu'on va vers la démocratisation et non pas de la lucidité pour la construire et la protéger. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de regarder et d'observer ce qui s'est passé et d'essayer de le dire et de se rendre compte de la centralité de la question palestinienne sur ce dossier, et j'y reviendrai. Donc comment, à partir de cela, comprendre ce qui se passe et comment s'engager, parce que cette compréhension des faits, elle va aussi déterminer l'angle vis-à-vis duquel on peut, par rapport à nos propres gouvernements en Europe, s'engager et continuer à s'engager, par rapport à notre citoyenneté aussi, à nous, comprendre aujourd'hui que tout est lié. C'est-à-dire que notre engagement, il y a des jeunes qui viennent me demander, par exemple aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, qui viennent me dire, c'est le cas par exemple là maintenant en France, avec tout ce qui est en train de se passer, en se disant mais pour qui voter, comment faut-il... Et là vous comprenez, et c'est là ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que autant on peut être, par rapport à nos démocraties aujourd'hui, on peut être déçu, on peut être critique, on peut se rendre compte que finalement, avec la crise économique qui vient de se passer sur les 3 dernières années, on s'est rendu compte d'une chose qui était réelle, c'est-à-dire que les politiques n'ont qu'un pouvoir limité sur les décisions internationales. Que finalement, on peut, en l'espace de 3 mois, quand une crise opère, changer des élus par des technocrates. Ça s'est passé en Italie, ça s'est passé en Grèce, ça peut se passer n'importe où. C'est-à-dire, les technocrates, ils ont une spécificité, c'est que ce ne sont pas des élus. Ce sont
des personnes qui vont, à partir de leurs compétences économiques, tenter de stabiliser la crise ou de la dépasser. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on nous annonce, le journal L'Économiste annonce que le prochain sur la liste, alors que personne n'en parle à quelques semaines des élections, la France est dans une situation de dette effroyable, extrêmement difficile. Et donc il se peut tout à fait que le processus de la crise continue. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous que tous ces liens qui sont liés à nos processus politiques de démocratie, nous en tant que citoyens, si on veut essayer d'avoir un rôle, si on veut pouvoir porter une voix, être la voix aussi des sans-voix ici en Europe, il faut comprendre nos propres logiques, il faut comprendre les propres logiques de nos gouvernements pour se situer politiquement dans une démarche affirmée de soutien aux opprimés du Sud et d'engagement pour plus de justice politique, sociale et économique dans nos pays. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement que nous observions tous aussi comme des spectateurs du Sud et du Moyen-Orient, mais comme des acteurs déterminés de ces réalités-là et sur lesquelles nous avons à prendre des positions. Alors, première des choses, les faits. Et vous savez, la première des conditions pour moi, quand on approche ce qu'on appelle le printemps arabe ou les révolutions arabes, c'est mettre entre parenthèses son émotion et commencer à développer un esprit critique par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je peux vous dire que pendant les 8 derniers mois, dans mes prises de position, j'ai eu affaire à beaucoup d'émotivité, et du côté des Arabes, entre guillemets, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et puis du côté de l'Occident. Et finalement, poser des questions sur des faits, c'était soit briser l'élan populaire ou faire douter de l'élan populaire d'un côté, ou alors de tomber dans la complète conspiration, c'est-à-dire que tout est décidé. Or, il y a une voie entre les deux. Et cette voie entre les deux, elle est déterminante parce que, encore une fois, elle a une conséquence, elle a un impact sur notre façon dont nous gérons la question israélo-palestinienne. Alors j'ai eu des débats avec beaucoup d'intellectuels et j'observe les faits et je suis dans l'obligation de constater qu'après plus d'une année de ces processus de changement, les faits me donnent plus raison que le contraire. Et ça me donne plus raison parce que j'ai essayé d'aborder la séquence historique courte en mettant en évidence que depuis la fin des années 90, début des années 2000, il y a une donnée objective qu'il faut observer comme elle est. L'administration américaine, comme les Européens, font le constat clair qu'on ne peut pas maintenir le Moyen-Orient dans la situation dans laquelle le Moyen-Orient se trouve. Que cette idée d'aller vers la démocratisation des pays du Moyen-Orient est une idée qui n'est pas de Obama, est une idée qui est explicitement formulée par le président George W. Bush et qui le dit, nous allons, et c'est au nom de cette raison-là qu'il justifie l'intervention, souvenez-vous, en Irak, en disant nous allons démocratiser. Et donc, il faut parfois savoir que l'administration américaine ment, ça on le sait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et que parfois elle dit la vérité. Le plus dangereux avec les politiques, c'est pas qu'ils mentent tout le temps, c'est qu'ils mentent et qu'ils disent la vérité. Et que le processus qui était de démocratisation est une démarche qui a été nécessaire, elle n'est pas voulue par les États-Unis. Mais on a des constats, des faits objectifs. 3 en priorité. Le premier, c'est que les 2 pays dont on nous a parlé et qui commencent le processus, le pays, la Tunisie, comme l'Égypte, sont des pays dont on sait qu'il y a des mouvements qui sont en train de... qu'il y a un mécontentement populaire et que la dictature, les 2 dictatures sont vieillissantes, que Ben Ali est vieillissant, que le régime est extrêmement difficile et que cet étouffement de la population est en train de provoquer, pour l'instant, du contrôle, mais si ça implose, c'est une perte de contrôle absolue et ça peut avoir des conséquences sur toute l'Afrique du Nord.